faut savoir que le biomimétisme, c'est pas simplement aller observer la nature et puis ça m'intéresse, je vais regarder avec un microscope, je vais analyser. Ça, c'est pas le biomimétisme, c'est la bioinspiration. Le biomimétisme, c'est vraiment se poser et dire voilà, c'est quoi la problématique technologique, l'innovation que je veux résoudre. En extraire la problématique technologique et regarder comment le vivant a pu répondre à cette problématique. La pierre angulaire de tout le vivant, c'est la photosynthèse. Dans l'esprit des gens, la photosynthèse, c'est important parce que ça produit de l'oxygène. Mais c'est pas que ça. La photosynthèse, c'est aussi comment capter l'énergie du soleil et la stocker sous une forme qui va pouvoir être assimilée par la chaîne du vivant. Si on ne comprend pas les processus biologiques, comment peut-on faire des matériaux pour demain? Comment peut-on faire des matériaux qui ne vont pas avoir d'impact sur l'environnement? Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Dromien Matériaux, votre podcast Sciences Matériaux, développement personnel, propulsé par Alexandre Créatif. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau dans un nouvel épisode du biomimétisme et de la bioinspiration. Et je serai accompagné de Laurent pour parler de cette thématique. Laurent, comment tu vas? Merci, très très bien. Comment s'est Je suis passée la matinée? impatient de commencer cet échange. Bon, super. Ben, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. C'est super intéressant quand je reçois des gens qui traitent cette thématique de la bio-inspiration et du biomimétisme. Parce que clairement, c'est un sujet, pour moi, c'est un sujet de maintenant, quoi. C'est un sujet actuel. C'est un sujet où on doit se poser les bonnes questions. Et surtout, c'est un sujet pour moi où on laisse la nature un peu plus nous guider et un peu moins la chimie de l'homme prendre un pas sur notre destin, quoi, et sur notre futur, on va dire ça comme ça. Je sais pas ce que tu en penses, mais bon, petite Non, introduction de cette manière-là. mais c'est exactement ça. En fait, en tant que chercheur, alors moi je suis professeur, donc je suis enseignant et chercheur. Et donc pour moi, le biomimétisme et la biorespiration, elle a un double intérêt. C'est Oui, déjà en tant que chercheur, c'est essayer d'innover en s'inspirant du vivant. Et puis aussi après, c'est transmettre cette information, transmettre cette connaissance auprès du jeune public. oui, ouais, c'est super, c'est ça, exactement ça ce qu'il faut. Alors Laurent, ce que je te propose, avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, qu'on essaye de présenter les choses de manière technique, puis on se met vraiment une phase où on essaye de vulgariser au maximum ce qu'on a dit, je te propose déjà de te présenter, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, ça c'est super important, et également quel est ton parcours. Et je Oui. te proposerais même de commencer par le bac. Alors, quel bac t'as eu? Qu'est-ce que t'as fait? Laurent, jeune étudiant, sorti du baccalauréat, où je suis allé? Quelle était ma démarche? D'accord, très bien. Alors, Laurent, Laurent Billon, je suis professeur à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et si on doit faire une rétrospective jusqu'au baccalauréat, donc ce qui commence à faire, hein, ça va faire à peu près 40 ans bientôt, euh, ça pique. Donc j'ai fait un bac D à l'époque. Donc c'était un bac sur lequel il y avait un équilibre entre la physique, la chimie, les mathématiques et la biologie parce que j'avoue que j'avais une attirance très forte pour la biologie, à tel point que j'ai tenté de faire pharmacie. Et je pense que j'ai fait 6 mois de cinéma plutôt que de faire Pas pharmacie. mal. Non, c'était peut-être un peu trop présomptueux pour moi comme étude. Donc j'ai basculé l'année suivante en DUG à l'époque, qui était un DUG de bio. Et là, je me suis aperçu qu'en termes de débouchés et puis en termes de ce que je voulais faire, c'était pas réellement ce que je voulais faire. Donc là, j'ai rebasculé sur de la chimie pour finir avec une licence de chimie. Et là, j'ai découvert les polymères en licence de chimie. C'est le Graal. Le polymère, c'est le Là, Graal. C'est le Graal. et c'est là où en fait j'ai trouvé ma voie. Et donc j'ai fait une maîtrise autour des polymères. Et puis à l'époque, c'était un DEA, donc un DEA de polymères, qui était le premier DEA de polymères à Bordeaux, à l'université de Bordeaux. Donc je suis issu de l'université de Bordeaux. Suite à quoi j'avais pris un peu de retard, donc il a fallu que je parte au service militaire. Je fais encore partie de la génération qui a dû faire son service militaire, alors dans des conditions privilégiées quand même, parce que j'étais scientifique du contingent. Et donc j'ai travaillé dans une industrie qui travaillait pour l'armement à l'époque, et j'ai travaillé en fait sur les airbags, sur les propergols solides qui servent à la fois à faire des moteurs de fusée Ariane, et puis également les propergols des airbags, donc ce que l'on retrouve dans les voitures, qui permet de générer Incroyable. du gaz et de gonfler les ballons.
Suite à quoi, ben, j'ai fait une thèse. Je suis arrivé à Pau pour faire une thèse où pendant Ouais. 3 ans, donc j'ai pu réaliser ma thèse dans un domaine qui était sur les thermodurcissables pour les matrices composites. Et ensuite, je suis parti, j'ai fait un postdoc, pardon, j'ai fait un postdoc à l'époque, c'était pour Ron Poulenc, qui est devenu entre-temps Rhodia, puis Solvay, et puis maintenant, je ne connais plus le nom, là, qui a changé de nom dernièrement. Et, Je l'ai pas en tête aussi, effectivement. ouais. Et après, je suis quand même parti aux États-Unis. Je suis parti aux États-Unis 1 an pour faire un postdoc chez Arkema, qui s'appelait pas Arkema à l'époque, Oui, tout à fait. toujours dans le domaine des polymères, où là, j'ai travaillé sur une problématique à l'époque qui était les piles à combustible pour pardon, les membranes pour les piles à combustible. Voilà. Et ensuite, j'ai été recruté à l'Université de Pau en 1999, et donc ça va faire maintenant 25 ans. Je vais fêter mon 25e anniversaire à l'université. Voilà. Donc, parcours. 1999. T'imagines, moi j'avais 9 ans à cette époque-là. C'est bon, tu m'as renvoyé à l'école. Ouais. Incroyable. Mais à travers tout ça, je pense que c'est important, c'est la diversité des sujets. J'ai jamais eu de ligne conductrice. Ouais. C'est un peu un trait de caractère. Voilà, aller voir ce qui se passe sur des thématiques différentes. J'aime bien m'approprier des outils et puis après les utiliser pour développer des matériaux. Ouais, Voilà. c'est très intéressant ce que tu dis. Je le remarque dans tous les invités qu'on a eu jusqu'à maintenant, effectivement, dans le podcast Dromien Matériaux. Tout le monde a eu ce parcours, cette façon de faire, de tester, d'essayer, d'expérimenter. Bon, ah tiens, ça va pas, j'ajuste. Finalement, j'ajuste. Et après, je trouve mon chemin. Et clairement, c'est ce que moi j'ai fait hein, également aussi dans mon parcours. Mais tu m'as parlé d'un bac D. Et je crois que l'héritier du bac D, c'est le bac STL. C'était celui-là Euh, qui faisait science, enfin, c'était le bac qui fait physique, chimie et biologie. Mais après, il y a eu des déclinaisons. Moi, j'ai fait STL en chimie, donc du coup, je me retrouve dans ce fameux bac D en fait que tu dis parce que c'est un peu l'héritier du bac D, on va dire ça comme ça. Et effectivement, en termes de démarche, il y a toujours cette variable d'ajustement où moi, dans mon cas, j'ai fait de la chimie. Après, je me suis posé la question substantielle de ma vie. Est-ce que je vais regarder un ballon toute ma vie changer de couleur? J'ai dit non. Et après, c'est ça que je me suis orienté petit à petit vers les matériaux, parce que j'ai trouvé que c'était une thématique super intéressante, surtout finalement multidisciplinaire et multidomaine, multipolaire, je sais pas comment on peut l'appeler, je sais pas ce que tu en penses, parce que finalement on peut faire tout. Les matériaux, ça peut être différentes échelles, différentes euh, interprétations, appréciations d'échelle, je vais redire ce mot-là, parce que finalement quand on parle de nanomatériaux, ben, tout ce qu'on parle en niveau, on a une composante qui arrive, par exemple, la toxicité, qui est quelque chose que, on parle du polyéthylène, par exemple, macro, c'est-à-dire macro au sens, à l'échelle humaine, c'est un matériau qu'on touche tous les jours. Mais quand il est à l'échelle nanométrique, ben, c'est pas la même chose de quoi on parle. Et effectivement, je trouve ça très intéressant, effectivement, c'est cette démarche, le fait d'être pionnier, finalement, d'être toujours être pionnier, même dans sa vision, on est pionnier. Et, hum, Et cet esprit pionnier que tu as développé, Laurent, et notamment au travers du goût de la science, ben, elle me pose une question d'origine, c'est-à-dire comment tu as fait pour aimer la science finalement? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire tiens, je vais être scientifique ou tiens, j'aime la science déjà dans un premier temps et après peut-être qu'au fil du lot tu t'es laissé porter. Ça, c'est une question que j'avoue que j'ai jamais réfléchi, sur laquelle j'ai jamais réfléchi. Je pense que peut-être parce que je suis tombé amoureux de mon professeur au collège. À l'époque. Mais tu sais, Laurent, tu dis un Mais truc qui est ultra vrai parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ça et moi aussi en premier. Enfin, je veux dire, on déroge pas à cette règle. Il y a un prof qui nous a marqué ça, et finalement on a aimé une thématique pour une autre ou alors on l'a détesté pour une autre. Moi, c'était les exactement. maths. Ouais, Moi, les maths, ça m'a détesté. J'ai eu un prof, il m'a fait détester les maths. Mais, non, mais, euh, mais la physique-chimie, c'est pareil. C'est incroyable. C'est non, mais je ça? pense que c'est ça. Oui, non, sincèrement, je rigolais quand je disais ça, mais je pense que c'est ça. C'est à travers des C'est enseignants, que ça, ce c'est soit ça. C'est ça. même en y repensant là maintenant, là, même au niveau du primaire, avoir rencontré des personnes qui, à un moment donné, Les sont rencontres. capables de créer un intérêt, de créer une curiosité. Et ça, je pense que ça conditionne après, ça conditionne le reste, on va dire, de l'évolution dans le monde éducatif, dans le Mmh. monde.
de l'enseignement. Et puis, oui, voilà, un intérêt plus pas. C'est vrai que j'avais pas forcément d'intérêt pour les langues, j'avais pas d'intérêt pour le français, même si j'aimais lire, mais c'était pas, je me projetais pas là-dedans. Par contre, Hmm. dans tout ce qui était scientifique, jouer, alors déjà, je pense qu'à cette époque-là, jouer avec les changements, c'est-à-dire voir les transformations chimiques, voir comment la matière pouvait changer, c'était des choses, je pense, qui m'intéressaient. Voilà, comment on pouvait Hmm. jouer avec la matière sans savoir réellement ce qui se passait, mais jouer avec voilà, ces transitions entre liquide solide. Je pense que c'est des choses qui m'intéressaient déjà à l'époque. Oui. Mm. Ouais, c'est clair, je te rejoins là-dessus. Cette curiosité qui nous amène à comprendre le matériau et à comprendre la matière et comment Exactement. nous, on peut influencer sur celle-ci. Et c'est une belle transition parce que c'est le but même de cet épisode, notamment avec toi à mes côtés, en parlant du biomimétisme, de la bioinspiration. C'est que là, on est dans une approche comment nous, on peut modifier les choses, mais là, on va comprendre plutôt l'approche comment on peut comprendre l'environnement pour finalement ne plus le modifier, mais plutôt l'accompagner et qui nous accompagne vraiment dans nos démarches. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Alors, ce que j'allais te poser comme question, c'est est-ce que tu peux nous faire une introduction finalement de ta thématique? Mm. Et après l'introduction, est-ce que tu peux nous amener les enjeux globaux? C'est-à-dire, alors ce ne sont pas les tiens que je te demande à l'heure actuelle, c'est plutôt celles du secteur. Après, on viendra, je te poserai la question sur les tiens, mais celles du secteur, voilà, les enjeux globaux et l'introduction un peu. Ça marche. Donc, depuis maintenant environ 15 ans, donc je travaille sur les matériaux bio-inspirés. Ou le biomimétisme, alors c'est vrai qu'il faut peut-être quelquefois clarifier un petit peu la différence entre biomimétisme et bioinspiration. La Mhm. bioinspiration, c'est le premier niveau, on va dire, qui est simplement basé sur l'observation du vivant et essayer de reproduire le vivant par quels que soient les moyens. Ça peut être en utilisant des procédés qui font appel à des matériaux qui sont peu abondants, avec des procédés qui ne sont pas forcément très verts. Voilà, donc ça, c'est la bioinspiration. Et après, le biomimétisme, lui, par contre, il a un degré un petit peu plus supérieur, j'allais dire, je dirais, de prise de connaissance, et il va même jusqu'à des problématiques durables, des problématiques économiques, des problématiques sociétales. Regardez l'impact que peuvent avoir ces matériaux sur le citoyen. Donc ça, et donc à ce niveau-là, si on doit décrire les principaux challenges, je pense que les principaux challenges à l'heure actuelle, ben, comme la plupart des problématiques que l'on voit à la télévision, c'est essentiellement au niveau de la transition. Alors transition, on va dire écologique, dans le sens où son plus large possible, dans lequel on peut intégrer la transition énergétique, bien évidemment, l'utilisation des ressources. Donc là, c'est principalement, hein, je dirais, changer un petit peu de paradigme par rapport à la façon de penser et la façon de créer des matériaux. Et pourquoi pas aussi changer son volet social, c'est-à-dire en y intégrant les sciences sociales. C'est-à-dire que les sciences sociales soient de plus en plus, je dirais, en prise avec les sciences qu'on va appeler dures ou les sciences asociales. J'aime bien utiliser ce nom-là, les sciences asociales par Oui, rapport aux sciences je, sociales, je, parce je, que je rebondis, excuse-moi Laurent, juste je te coupe. Là, tu parles de sciences sociales, qu'est-ce que tu entends par la est-ce que tu peux décrire plus les sciences sociales et qu'est-ce que tu entends comme impact finalement oui, sur... quand on parle de sciences sociales, ce sont toutes les disciplines des sciences sociales. Ça va aller de l'économie, la Mhm. géographie, le droit public, privé, des problématiques ben, sociales, de sociologie. Et donc, je pense que c'est important maintenant, et c'est en ça que le biomimétisme, pour moi, ou la bioinspiration était intéressant, c'est-à-dire d'aller au-delà de simplement développer des fonctionnalités à travers des matériaux, mais regarder réellement comment ces matériaux peuvent avoir, je dirais, une implication ou comment ils peuvent intégrer cette transition. Ouais, un Euh, impact, ouais, ok, d'accord, un impact Quel va social, être leur ouais, impact, ouais. en fait, quel va être leur impact au-delà de la fonctionnalité de la technologie. Oui. Voilà. Comment Donc, ça peut changer notre quotidien, si tu veux, c'est quelque exactement. chose comme ça. Comment Exactement. nous, ouais, voilà, comment nous, personnes qui se lèvent tous les matins, qui prend le petit déjeuner, qui vient, comment on pourrait interagir finalement avec des matériaux, des nouveaux objets qui seront bio-inspirés et qui auront peut-être leur propre chimie, leur propre source d'énergie, pourquoi pas, finalement, parce que il y a une réaction qui se fait, mais qui est une réaction qui est j'allais dire environnementale. Enfin, c'est un mot que j'invente dans le contexte, mais je veux dire qu'elle se fait chimiquement, naturellement, on va dire ça comme ça, peut-être pas avec Oui, un. ou qui est inspiré d'un processus biologique. Hmm. Et donc, et c'était, voilà, et pour boucler peut-être aussi avec ce que je disais en préambule, avec le bac que j'ai fait, donc le bac D qui était un équilibre, aussi, bien évidemment, y associer la biologie. Je trouve que la biologie,
devient de plus en plus un parent pauvre, on va dire, de l'éducation ou de la perception par le grand public, alors que, voilà, si on s'intéresse au biomimétisme ou à la bioinspiration, je dirais, c'est le premier vecteur que l'on doit regarder. C'est la première chose que l'on doit regarder, c'est qu'est-ce que le vivant a développé depuis plusieurs milliards d'années et pourquoi il a développé, et essayer de comprendre ce vivant, quoi. Et Ouais. ensuite, et voilà, il y a rattaché Mm. des séances qui permettraient de mimer ce vivant. Oui. Effectivement, c'est vrai que, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est vrai que quand on voit la physique et la chimie qui sont finalement des interprétations de phénomènes, euh, ben, en fait, par rapport à la biologie, ben, je trouve que la biologie est encore plus des interprétations de phénomènes que la physique-chimie, où la physique-chimie va essayer de retranscrire ces phénomènes en équations, et que la biologie, elle est purement dans l'interprétation et dans la description que ce qu'on en fait. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de lexique, finalement, beaucoup de mots à assimiler en biologie, parce qu'on est beaucoup dans l'interprétation, dans la description du vivant et dans la description de notre interface, que dans la physique-chimie, effectivement, on est dans le phénomène et on retranscrit le phénomène en équation, et que je vais faire un parallèle pour les maths également, que les maths, effectivement, c'est que notre outil. C'est comme notre grammaire, en fait. Les maths, c'est notre grammaire. Ça veut dire, c'est comment on écrit une phrase en mathématiques. Ben, on l'écrit sous forme d'équation. Et on a besoin d'outils. Et l'objectif des maths, c'est juste de pousser des outils à l'absurde pour voir la résilience d'un outil dans un cas d'usage, finalement. Ouais. Euh, donc, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant de bien repositionner finalement, chaque discipline pour voir et rebondir là-dessus qu'on est vraiment, c'est vraiment un tout. Tout est un tout. Et on tend vraiment à s'optimiser. On tend vraiment à, finalement à éviter de faire les distinctions et à essayer d'optimiser chaque discipline réassociée pour l'optimiser et obtenir quelque chose de beaucoup plus intéressant, effectivement. Donc ça me mène à une question que, par rapport à l'introduction que tu as fait sur le biomimétisme, la bioinspiration, et surtout ça c'était super que tu nous donnes vraiment cette différence entre biomimétisme et bioinspiration, qui sont des niveaux de compréhension et d'action, on va dire, différents. Par rapport au secteur, donc, euh, j'allais te poser la question que par rapport au secteur, quels sont les grands axes qui sont privilégiés? C'est-à-dire dans ce domaine-là, à l'heure actuelle, la communauté scientifique qui travaille là-dessus, ou les industriels, hein, associés aux industriels, quels sont les grands axes qu'ils ont privilégiés pour pouvoir euh, mener cette thématique, tout simplement? Bah, je dirais sincèrement, alors même si j'ai pas la vision globale de tout ce qu'il fait, mais j'ai pas le sentiment qu'il y ait un champ qui soit privilégié par rapport à un autre. D'accord, ok. Euh, j'ai le sentiment que, bon, voilà, en France, il y a un groupement de recherche, il y a un GDR qui a été créé il y a maintenant quelques années. Et lorsqu'on regarde les champs d'activité ou les champs d'application de ce GDR, il couvre, encore une fois, comme je disais, il va de la biologie jusqu'aux Mm. sciences sociales. Dedans, il peut y avoir même de l'informatique, il peut y avoir de la technologie avec des robots qui peuvent être bien Oui, inspirés. Donc, je dirais qu'il n'y a pas forcément, il y a pas forcément de champ qui échappe, on va dire, à cette envie d'y introduire des problématiques de bio-inspiration. J'ai pas le sentiment. Après, moi, si je dois regarder d'un point de vue plus matériaux, faire un focus oui, plus matériaux, parce que on va dire, c'est mathématique, à l'heure actuelle, euh, ben, c'est quand même des grands champs d'application, c'est des grands domaines. Ça va être des problématiques d'interface, donc avec des problématiques de mouillabilité, on va dire, mhm, ou d'adhésion. Ça va être des problématiques énergétiques, c'est-à-dire comment on peut s'inspirer du vivant pour produire de l'énergie ou stocker l'énergie de manière un petit peu différente, et on y reviendra peut-être. Et puis, ça va être via, je dirais, des acteurs industriels qui sont, entre guillemets, obligés de s'adapter à des domaines, à des demandes sociales ou sociétales plutôt. Et donc là, par rapport, je pense principalement aux acteurs des cosmétiques qui, de plus en plus, essayent d'intégrer ça pour avoir une approche de plus en plus verte, de plus en plus intégrée à mm, l'environnement. mm. Donc, oui, même au niveau des matériaux, il y a, je dirais, il n'y a pas forcément me semble-t-il, d'application, de domaine d'application ou de champ, que ce soit la physique, la chimie, Oui, qui sont absents. Même les maths sont présents dans ces domaines-là. Donc, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui couvre
qui couvre l'ensemble des sciences et l'ensemble des champs applicatifs. Ouais, ouais, je comprends. Et du coup, moi, ça me ferait, je pense j'allais te dire cette remarque quand tu expliquais ce pan. J'allais te dire, est-ce que c'est finalement une science? Donc, c'est une discipline. Alors, c'est une thématique, pardon, plutôt une thématique, parce que c'est pas forcément une discipline, c'est une thématique parce qu'elle est très large et c'est une thématique qui est, euh, tu penses parce qu'elle est pas encore mature aux yeux des gens ou aux yeux du monde, ce qui soit scientifique ou moins scientifique, qu'on se pose pas ces questions, que c'est pas encore. Enfin, Alors, tu comprends ce que je veux dire? oui, je comprends, je Ouais. comprends. Je comprends très bien. Alors, je ne sais pas si c'est une question de maturité, parce que quand même, la première personne, enfin, la plus grande personne, je dirais, dans l'imaginaire des gens ou dans l'esprit des gens qui a imaginé ou qui s'est inspiré du vivant, c'est Léonard de Vinci. Donc, Mm, c'est pas d'hier, on va dire. mm, mm. C'est quand même d'il y a avant-hier, qui a été le premier à dire va dans la nature, c'est là qu'est ton futur. Donc, et la problématique qu'il y a, je pense que pourquoi, me semble-t-il, c'est pas. Alors, mature, je ne suis pas sûr que ça soit le terme. Ouais, Et pourquoi c'est pas intégré, pourquoi les personnes ne se le sont pas appropriées, c'est devant la difficulté du chantier. Parce que comme tu l'as dit, c'est pas une discipline, c'est plutôt, c'est quelque chose qui est multidisciplinaire et c'est ça. interdisciplinaire. Et donc, et là, ça veut dire que par rapport au système d'apprentissage, au système d'éducation, on se confronte à une problématique, j'allais dire, plus technique que réellement de maturité. C'est-à-dire que le système d'éducation, il est généralement fait par piliers. Oui. Ou le système des sciences, il est fait par piliers. C'est-à-dire qu'on va apprendre de la physique, on va apprendre de la biologie, on va apprendre des mathématiques, et on a très peu d'enseignements qui nous permettent de faire la connexion. Ou alors, il faut avoir une certaine maturité scientifique pour arriver à faire quelques connexions et se dire, ah ben oui, ce qui se passe au niveau de la biologie, c'est une réaction chimique qui a tel processus et qui peut après être derrière engendré par des problématiques thermodynamiques et donc faire le lien entre la bio et aller jusqu'à la physique. Et c'est ça la difficulté en fait. C'est que à l'heure actuelle, il n'y a pas vraiment de formation, il n'y a pas vraiment de méthodologie qui permet d'intégrer tous ces différents aspects. Euh, Comme voilà. beaucoup de thématiques, hein, comme beaucoup de nouvelles thématiques qui commencent à se développer, hein, qui sont vraiment l'interface de beaucoup de disciplines, hein. La robotique, pour moi, par exemple, c'est une interface, c'est une thématique, c'est l'interface de la mécanique, de la physique, de la chimie, de ce qu'on veut lui mettre. C'est ça, Donc, ouais, exactement. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est très, c'est très intéressant de le souligner, ça. C'est qu'effectivement, on fonctionne par piliers. Alors, on peut comprendre que dans une manière éducative, j'allais dire, fonctionner par piliers, c'est normal pour pouvoir structurer déjà sa pensée. Enfin, pas structurer sa pensée, pardon. Euh, Avoir les fondations c'est pour ça. commencer à comprendre les choses. Mais effectivement, il est pour moi crucial maintenant d'instaurer des modules pour pouvoir apprendre à structurer sa pensée et apprendre à entremêler. Parce que clairement, là, on fait un parallèle, enfin, pas un parallèle, on fait une petite parenthèse sur le milieu éducatif. Mais moi, je trouve que c'est dommage, et je le vois beaucoup pour avoir aussi un peu enseigné, que les étudiants, ils se disent, mais attends, j'apprends ça, à quoi ça sert? Et c'est notre rôle finalement de dire, ben voilà, ça sert à ça. Mais je pense qu'il faut revoir un petit peu cette approche et essayer d'avoir des modules qui apprennent à structurer la pensée de nos étudiants pour qu'ils puissent finalement connecter tout ça. Ouais, ça c'était la petite parenthèse. Mais Du c'est pas coup, une parenthèse, excuse-moi, pour moi, c'est pas une parenthèse. ouais, C'est quelque chose qui est hyper important dans le ouais, c'est développement. fondamental. C'est fondamental. Par rapport au Ouais. podcast Drôme Matériaux, c'est une parenthèse en termes matériaux, mais effectivement, c'est fondamental. Oui, Je veux mais bien te croire. pour décide-moi le matériau de demain, pour moi, Oui, c'est c'est ça. fondamental. C'est C'est ça. fondamental. Voilà. Exactement, 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 exactement. Du coup, ça me donne encore une question pour poursuivre ce qu'on dit. Euh, Quels sont tes axes? Donc là, tu nous as présenté de la thématique. Donc ça, c'était stop, l'introduction, vraiment les grands enjeux. Enfin, même s'il n'y en a pas, mais finalement, enfin, il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que, voilà, selon les conditions actuelles où on est, peut-être que les grands enjeux vont finir par se dessiner finalement au travers du biométisme, de la bioinspiration. Pour l'instant, je pense que c'est un tout. Et, euh, et quels sont tes axes que toi tu mènes? Donc, plutôt matériaux, c'est pour ça que tu es là, bien sûr. Mais dis-nous un peu plus si tu veux bien sur cet Ben, axe, on va dire sur le que, tien, oui, plutôt. oui, bien sûr. Moi, enfin, ce qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années, c'est des problématiques principalement interfaciales. D'accord. Et ça peut être pour des champs d'application qui sont très différents. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a un substrat, lorsqu'on a principalement un substrat, principalement une surface, on va dire une surface solide.
comment on va pouvoir jouer en modifiant la chimie ou en structurant cette surface, comment on va pouvoir jouer sur des réponses macroscopiques. Tout à l'heure, on a parlé de la mouillabilité. Voilà, c'est comment on va, en jouant sur la modification chimique de la surface, en greffant des molécules sur cette surface, ou alors en la structurant, comment on va pouvoir modifier son comportement vis-à-vis d'un liquide, comment on va pouvoir modifier son comportement vis-à-vis d'entités biologiques, des cellules. Est-ce qu'elles vont adhérer, est-ce qu'elles ne vont pas adhérer, si elles vont pouvoir proliférer, ou alors même comment la lumière va pouvoir interagir avec cette surface. Et tout ça, ça fait pour moi, ça faisait le lien avec la bioinspiration et le biomimétisme. Cet aspect, et c'est là où, et c'est grâce à ça, grâce à cette, comment dire, cette envie de jouer avec l'interférence de la lumière avec des substrats, que j'ai plongé dans la bioinspiration et dans le biomimétisme. Parce qu'en fait, dans le vivant, je me suis aperçu que on connaît tous les couleurs chimiques qui sont dues à des colorants, les plantes que l'on a autour de nous. Mais il y a aussi également ce qu'on peut appeler la couleur physique, qui est basée simplement, simplement c'est un petit mot, entre l'interférence entre l'onde lumineuse et la structuration du matériau. Et ça existe dans le vivant. Il y a énormément de couleurs dans le vivant qui sont basées sur des couleurs physiques, où il n'y a pas besoin d'avoir un colorant. Et c'est grâce à ça qu'ensuite je me suis intéressé à d'autres problématiques bioinspirées. Ouais, ben du coup, je te pose la question, parce que là, tu m'apprends un truc. Normalement, quand tu as une molécule qui est un pigment, qui est un colorant, normalement, si je me trompe pas, c'est bien le finalement, c'est des molécules qui ont des doublés non liants, qui sont capables. C'est ce doublé non liant qui a finalement un jeu de paires d'électrons qui permet finalement d'envoyer un photon de lumière. Enfin, je sais pas comment. Je suis pas un spécialiste là-dessus D'accord. vraiment. Mais Ouais. comment tu l'interprètes physiquement? Là que tu me parles de couleur physique, j'arrive pas à voir la différence. Ouais. Alors, en fait, la distinction entre la couleur physique et Ouais. la couleur chimique, elle vient de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire que la couleur chimique, elle a un colorant. Elle est basée sur l'absorption d'une partie du spectre visible par ce colorant. Donc, quand tu as un sirop de grenadine, on va dire, qui a cette couleur grenat, ça veut dire qu'il va absorber donc, la lumière blanche, la lumière qui nous vient du soleil, elle est constituée de plusieurs longueurs d'onde, dont une partie de ces longueurs d'onde n'est accessible à l'œil humain, c'est la partie visible. Et lorsqu'on regarde cette partie visible, qu'on va appeler la lumière blanche qui arrive du soleil, cette partie visible, elle est constituée de toutes les couleurs que l'on connaît, le bleu, le jaune, l'orange, le vert, le rouge. Et lorsqu'on a un colorant, ce colorant, il va absorber une partie de ce spectre et il va réfléchir l'autre partie. C'est-à-dire que lorsque la grenadine, on perçoit la grenadine comme étant quelque chose de rouge, ça veut dire qu'elle a absorbé le vert, le bleu, le jaune, l'orange, mais le rouge n'est pas absorbé par la molécule qui est présente dans le sirop de grenadine, et on perçoit la grenadine comme étant rouge. Et donc ça, c'est ce qu'on va appeler la couleur chimique, qui est basée sur un phénomène d'absorption. Et parce qu'il y a une molécule, comme tu l'as dit, qui est constituée d'électrons, entre guillemets, qui ne servent à rien pour la molécule, qui servent simplement à amener une stabilité en termes de nombre d'électrons autour des atomes, mais ces électrons, ils peuvent changer de niveau d'énergie, et c'est ce qui fait que la molécule va absorber cette longueur d'onde. Et à côté de ça, il y a des couleurs qui sont en fait, et que tu connais, et que vous connaissez, suite à la pluie, quand il fait soleil, ben vous voyez apparaître un arc-en-ciel. Il n'y a pas de coloration, il n'y a pas de pigment, il n'y a pas de molécules dans l'eau de pluie. C'est simplement que la lumière blanche du soleil pardon, va arriver sur toutes ces gouttelettes d'eau et elle va être diffusée, diffractée par ces gouttelettes d'eau. Et donc derrière ça, on va créer une couleur parce qu'il y a une distance caractéristique entre les gouttelettes d'eau. Et le vivant a utilisé ces propriétés pour plein de raisons. Pour plein de raisons. La première des raisons, c'est qu'en structurant la matière, on fait une économie de matière. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un matériau qui est plein. On a un matériau dans lequel on va avoir de la matière, du vide, de la matière, du vide, de la matière, du vide. Donc on fait une économie de matière et on fait une économie d'énergie parce qu'on n'a pas besoin d'élaborer le matériau, de le positionner, de l'auto-assembler. Et donc ça, cette coloration, elle va être basée sur le fait qu'il y a une périodicité entre de la matière et de l'air, qui n'ont pas le même indice de réfraction. Et comme on n'a pas le même indice de réfraction, eh bien, la lumière, lorsqu'elle va arriver sur ce matériau, elle va percevoir un matériau qui est composite, avec deux indices de réfraction, et donc là, elle va être soit diffractée, soit il va y avoir une réflexion si c'est un matériau multicouche. Et donc, donc par exemple, pour le scarabée, quelquefois, quand vous allez vous promener dans les jardins, vous voyez des scarabées qui changent de couleur un petit peu en fonction de la façon dont on les regarde. Ils sont noirs, ils sont verts. Ça, c'est de la couleur
physiques. Il n'y a pas de colorant dans ces matériaux-là. Donc, les plumes de paon, les plumes de papillon, quelquefois aussi. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle la couleur physique. C'est basé sur de la structuration de la matière et on va jouer sur des différences d'indices de réfraction. Bah, c'est super intéressant. Bah, donc du coup, c'est incroyable. Tu viens de mettre vraiment le mot sur deux phénomènes que je connais, mais que je savais pas expliquer. Et ok, j'ai compris. Ok. Du coup, la couleur physique, effectivement, couleur physique, donc lieu à la diffraction de la lumière, parce que finalement, il n'y a pas de phénomène d'absorption d'énergie et de restitution d'énergie. C'est juste finalement une décomposition de l'énergie. Et ok, intéressant. Du coup, moi, ça me fait percuter. Imagine, tu as un écran. À l'heure actuelle, nos écrans, ils sont LED, d'accord? Donc, c'est une diode électroluminescente. Oui, Donc, tu as bien un phénomène normalement de diode. Donc, tu as une capture de l'énergie, une restitution de l'énergie. oui. Demain, on fonctionne avec la lumière et plus avec l'électricité. Donc, on fonctionne avec, on va dire, le photon, même si le photon, c'est un imaginaire, c'est un objet qu'on a inventé. On fonctionne avec le photon et finalement, toutes nos couleurs sont liées avec des mécanismes de diffraction et plus avec des mécanismes chimiques. T'imagines l'économie d'énergie qu'on aurait sur nos écrans? Alors, ça, oui, ça, clairement. C'est incroyable. Et c'est déjà utilisé, et sans qu'on le sache, c'est déjà utilisé. Quelle est la différence entre la DSL et la fibre? Et oui, c'est ça. Oui, exactement, exactement. On est d'accord. Purement, c'est ça. Mais je veux dire, ça, c'est ancré. Je veux dire, ça, maintenant, on l'a ancré, la DSL, la fibre. Oui, mais les Je, gens ne perçoivent pas. Mais les gens ne perçoivent ouais, pas que la DSL, c'est de l'électronique et ouais. la fibre, c'est de la photonique. C'est C'est de de la la photonique, ouais, ouais, transportée ouais, par les photons. Et c'est pour ouais. ça que ça va plus vite, parce que, en fait, l'électronique, elle est limitée par la mobilité des électrons, C'est ça. alors que la photonique, c'est la vitesse de la lumière, c'est 200 000 km/s. Donc, on peut transporter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus rapidement. Et il y a des. Alors, puisque tu parles de ça, donc tu parles des écrans, mais c'est Ouais. également toute la partie ordinateur, smartphone, qui fonctionne à l'heure actuelle avec de l'électricité. Et l'idée derrière, c'est de développer ces technologies-là avec la photonique, Ouais. transporter les informations par les photons. C'est incroyable, c'est incroyable. Si on est capable de faire ça, c'est incroyable. À mon avis, on est capable, mais bon, comme d'habitude, c'est un coup, comme tu dis, comme tu parlais, des sciences sociales, c'est un coup d'économie. On veut pas le faire pour l'instant parce on doit encore rouler sur une mine d'or avec tout ça. Et peut-être même au sens littéral, parce qu'on a besoin d'or pour nos portables. Donc, effectivement, à mon avis, on n'est pas encore prêt. L'économie n'est pas encore prête à nous faire économiser de l'argent. Je crois que c'est ça. Je ne vais pas rebondir sur là-dessus parce qu'on va partir vraiment, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Non, mais c'est important de se poser la question. Du coup, donc ça c'est super, c'est top. Merci Laurent, parce que là tu nous as vraiment donné un max d'infos là-dessus. Et du coup, je tends vers une question maintenant que je pense que peut-être beaucoup de personnes se posent, notamment de la différence entre, comme on disait au début de cet épisode, la chimie de l'homme, celle qu'on impose à notre environnement, et la chimie de l'environnement, qu'elle trouve finalement le chemin le plus optimal pour pouvoir s'exécuter, on va dire ça comme ça. On vit dans un monde à l'heure actuelle d'efficacité. C'est-à-dire on veut chaque fois avoir une réaction la plus efficace possible, avec le rendement le plus élevé. Est-ce que dans le milieu du vivant, c'est le cas ou pas? Là, tu vas nous en parler. Je t'ouvre la voie, je t'ai tendu la perche pour nous en parler. Et finalement, ben, voilà, quelles sont les différences finalement entre ces deux chimies? Voilà, la Oui. chimie de l'homme et la chimie de l'environnement. Je dirais que la vision de l'homme, c'est comme tu l'as dit, c'est de rendre des processus ou une chimie efficace, à la différence du vivant qui, lui, a fait une chimie optimisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le vivant a pris conscience des limites qui l'entouraient, et donc pour réaliser, je dirais, sa chimie, pour perpétuer le vivant, il a été obligé de s'adapter à des contraintes locales et des contraintes qui étaient propres. L'humain n'a pas fait ça. L'humain, il a eu la volonté de rendre les processus les plus efficaces possibles sans tenir compte de son environnement, que ce soit un environnement en termes d'environnement, de pollution de l'environnement, ou que ce soit en termes d'utilisation des ressources de son environnement. Et comme je l'ai dit en préambule, moi je suis professeur en chimie, je viens de la chimie, et j'ai toujours appris le tableau de Mendeleïev comme étant un tableau avec des cases, où chaque case a une signification scientifique, bien évidemment, mais la grandeur de la case n'est pas proportionnelle à la quantité des atomes présents à la surface de la Terre. Et il faut savoir que, alors je ne sais pas si tu l'as déjà vu, ce tableau, mais il existe un tableau qui a été édité dans les années 78, qui tient compte en fait de l'abondance terrestre
des atomes et des éléments. Et qu'est-ce qu'on voit dans ce tableau? Donc, il est complètement distordu, ce tableau. Et on voit que des atomes qui sont hyper importants pour la transition écologique, on en parle beaucoup de lithium, mais le lithium, si tu ne sais pas où il est, ben, tu ne trouves pas la case. Parce qu'elle est tellement petite à la surface de la Terre, ou même un autre atome, le cobalt. Alors le lithium, on sait à peu près parce qu'il n'y a pas beaucoup d'atomes, mais le cobalt, qui est aussi important que le lithium, parce qu'on parle beaucoup de lithium, mais le cobalt est aussi important. Le cobalt, c'est sûr qu'il te faut 2 minutes pour trouver le cobalt dans le tableau. Parce qu'en fait, le cobalt n'est quasiment pas présent à la surface de la Terre. Et que si on regarde ce tableau, il y a quoi? Il y a 4 éléments qui sont hyper abondants. Mais on voit que, lorsqu'on regarde ce tableau qui est distordu, on voit c'est le carbone, c'est l'hydrogène, c'est l'oxygène et c'est l'azote. Mais parce que ça, si on regarde ça, ces 4 éléments, ça correspond à 95% du vivant. Le vivant s'est débrouillé avec 4 atomes pour faire une multitude de matériaux. Et ensuite, il a utilisé de manière parcimonieuse d'autres éléments, comme les oligoéléments, comme du phosphore, comme du soufre, mais parce qu'ils étaient en quantité limitée autour de lui. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est quoi l'exemple le plus emblématique, me semble-t-il, en termes de matériaux dans le vivant? C'est un arbre ou des végétaux. Un végétal, il est là et il est obligé de faire avec les ressources qu'il a là pour grandir, pour vivre, pour se développer et surtout, chose importante, pour alimenter tout un écosystème. Et c'est en ça que c'est important. Et derrière ça, il y a un seul processus, c'est la photosynthèse. Et c'est grâce à la photosynthèse que on arrive à utiliser ces matériaux, on arrive à développer des matériaux qui sont à base de carbone, hydrogène, azote et oxygène. Et pour moi, ça, c'est le. J'ai pris conscience de ça il y a quelques années, et pour moi, ça, c'est un gouffre, quoi. C'est un gouffre à la fois, j'allais dire, personnel, parce que voilà, et un gouffre professionnel. Derrière, il y a tellement de choses à tirer de ça. C'est incroyable ça, c'est incroyable. Notamment là, je reviens sur le lithium. Enfin, je vais revenir sur plusieurs points que tu viens de nous expliquer. Mais effectivement, dans l'ère de la transition énergétique, là où on veut nous vendre le lithium parce qu'on veut nous vendre les voitures électriques, voilà, c'est encore un modèle où je comprends pas, au vu de ce que tu viens de me dire, je comprends pas comment on peut pas voir l'aberration écologique quand tu nous dis que la Terre, l'environnement, je parle de l'environnement, après même on peut parler à Terre en termes de planète, parce que peut-être que c'est pas vrai sur notre planète, qu'elle va faire avec d'autres éléments, peut-être avec 3 autres éléments différents, 4 autres éléments différents, tu vois, je sais pas, sa chimie, au vu des conditions, tout ça. Mais qu'avec 4 éléments, le carbone, l'oxygène, l'hydrogène, l'azote, on fait tout finalement, la chimie organique, en sens terme, c'est-à-dire ce qui compose vraiment l'élément organique, et que nous, on est en train de vouloir faire autre chose avec d'autres éléments et nous imposer et nous dire, bah, c'est ça l'écologie de demain, quoi. C'est une question vraiment qu'on doit se poser. Voilà, ça c'est Ah, vraiment, c'est une question qu'on doit se poser. Vraiment, ah, clairement, pardon, excuse-moi, enfin, pour moi, clairement, on peut donner peut-être comme ça 2 chiffres par rapport aux batteries et plus particulièrement aux batteries au lithium. Dans le cadre de l'électrification de tout la mobilité en France, si on devait électrifier toute la mobilité en France, il faudrait produire 2 fois plus de lithium à l'échelle mondiale que l'on ne produit à l'heure actuelle. Donc, et il faudrait utiliser tout le cobalt qui est produit à l'heure actuelle au niveau du monde. Donc, on voit bien que derrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mais ça veut dire que il faut pas aller contre cette technologie-là. Je pense pas que c'est ça. Mais ça veut dire que déjà, il faut être conscient que si on veut vraiment faire ça, ça va créer des contraintes en termes d'exploitation minière, avec tout ce qu'on sait des exploitations minières et des problématiques géographiques, parce que les mines, il n'y en a pas en France. Elles sont principalement en Afrique, elles sont principalement en Asie, dans des pays où on voit très bien qu'il y a des problèmes géopolitiques très importants. Donc, il y a soit l'exploitation minière, soit il y a la recyclabilité. Et ça, c'est le vivant le fait. Il n'y a pas de déchets dans le vivant. Et ça, c'est quelque chose dont on peut aussi s'inspirer de ça. C'est-à-dire qu'un déchet dans le vivant, ça n'existe pas. C'est une ressource pour une autre activité biologique, pour une autre activité du vivant. Et cette notion de recyclabilité, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, d'après moi, dès la conception de matériaux, chose que l'on n'a jamais fait ou rarement fait. C'est-à-dire que pour moi, par contre, maintenant, avec l'état de conscience que l'on a, essayer de développer des matériaux sans, dès le départ, y intégrer une cyclabilité, une analyse du cycle de vie, pour moi, ça n'a pas de sens. Ça veut dire, sincèrement, ça n'a pas de sens. exactement, c'est exactement ça. Je fais un parallèle là avec mon activité que j'ai avec Alexandre Créative sur la création, où nous, on a fait le choix de faire des œuvres. euh,
et revaloriser les matériaux, les déchets, parce que moi j'aime beaucoup parler de matériaux de seconde vie, parce que pour moi tout matériau est une seconde vie, et la plus grande ressource qu'à l'heure actuelle l'homme a comme matériau, c'est son propre déchet qu'il a créé. C'est sa plus grande ressource. Et donc il faut l'utiliser. Et pourquoi en fait on propose finalement des objets en œuvre, on a fait ce choix-là, parce qu'on veut que notre objet ne soit pas à nouveau un déchet. Voilà, c'est vraiment ça qui nous motive, c'est d'utiliser tous les matériaux qui sont à notre disposition, mais tous les déchets ou des matériaux biosourcés, par exemple la pine de pain que tu vas trouver dehors ou des choses comme ça, vraiment des clairs, des choses que la nature n'a plus besoin finalement en tant que telle, parce que ça va se retransformer, on va dire, hein, avec le sol. Mais néanmoins, on le capture pour pouvoir euh, revaloriser des objets, et ça c'est essentiel. Je pense que là, à l'heure actuelle, il faut revoir notre modèle. Et j'aimerais beaucoup que tu nous parles de rendement, parce que je sais que si toi, tu as vraiment la notion de rendement et que tu as vraiment un chiffre clé sur le rendement, et vraiment là où tu perçois la notion de on n'est pas dans l'efficacité, on est dans l'optimisation. Et effectivement, comme tu disais, chaque déchet dans le domaine du vivant n'est pas un déchet, c'est une source de nouvelles matières premières pour générer une nouvelle réaction. C'est Est-ce que ça. tu peux nous en dire plus? Oui, encore une fois, alors peut-être parce que c'est une des mathématiques de recherche, mais encore une fois, je pense que c'est la base, c'est la pierre angulaire de tout le vivant, c'est la photosynthèse. Dans l'esprit des gens, la photosynthèse, c'est important parce que ça produit de l'oxygène. La forêt amazonienne, c'est important parce qu'elle produit de l'oxygène, clairement, mais ce n'est pas que ça, la photosynthèse. La photosynthèse, c'est aussi comment capter l'énergie du soleil et la stocker sous une forme qui va pouvoir être assimilée par la chaîne du vivant. Quand on mange une salade, ben en fait, on est en train de manger une partie de l'énergie du soleil qui a été stockée sous la forme de glucides par la photosynthèse. Et si on regarde ce processus de photosynthèse, il est optimisé, il n'est pas efficace, parce qu'en fait, l'idée, c'est de capter l'énergie du soleil et de la stocker sous une forme. Ça, l'humain a eu cette idée-là avec des panneaux photovoltaïques. Et on est à la course de l'efficacité de ces panneaux photovoltaïques. Et à l'heure actuelle, les panneaux qu'on a chez nous sur le toit, si on a la chance d'en avoir, en silicium, on est à des pourcentages de l'ordre de 30% d'efficacité, 40% d'efficacité. En organique, les panneaux organiques, pour le moment, on est à peu près à 10%, 12%. Si on regarde le rendement de la photosynthèse, c'est 1%. 1% l'efficacité d'une feuille. Une feuille va transformer 1% de l'énergie du soleil qu'elle reçoit pour le stocker sous une forme moléculaire qui est du sucre, qui est la combinaison du CO2 et de l'eau. Donc, la réaction de photosynthèse qu'on a appris lorsqu'on était au collège ou au lycée. 6 molécules de CO2 plus 6 molécules d'H2O, un peu de lumière, et on fabrique une molécule de sucre, C6H12O6, et de l'oxygène. Et les gens ne perçoivent que l'oxygène. Mais oui, c'est important parce qu'on respire. Mais le sucre, c'est hyper important parce que le sucre qui est fabriqué, ça va être l'aliment de tout le vivant. Les animaux vont manger ce sucre, vont manger les feuilles, ils vont manger les végétaux, ils vont grandir, on va manger des animaux, on va manger des végétaux. Et donc, sans cette photosynthèse, sans cette capacité à capter le CO2 et l'eau, on ne peut pas, il n'y a pas de vivant à la surface de la Terre. Et le rendement, c'est 1%. Le rendement le plus élevé qu'on connaisse de photosynthèse, c'est 6%. C'est la feuille de la canne à sucre. Pourquoi? Parce que pour des questions d'encombrement, un peu comme dans le maïs, les pieds de canne à sucre sont serrés les uns contre les autres, et donc la lumière, la quantité de lumière qui rentre dans un champ de canne à sucre ou qui pénètre dans un champ de canne à sucre est plus faible, et donc il faut augmenter, le vivant a développé, s'est débrouillé pour augmenter l'efficacité, là on va parler d'efficacité, où il a optimisé ça. Et derrière ça, ce qui est chose qui est fondamentale, c'est qu'il va utiliser une molécule qu'on appelle la chlorophylle, que tout le monde connaît. Et si on regarde la structure de cette chlorophylle, c'est que du carbone, de l'hydrogène, de l'azote et de l'oxygène. Et il y a un métal, il y a un atome métallique. Ce n'est pas un matériau métallique, il y a un atome de métal et qui est du magnésium, qui est hyper abondant à la surface de la Terre. Et donc, avec cette molécule-là, ça, c'est la molécule de base du vivant. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots parce que c'est tellement évident. En fait, ça tombe tellement sur le sens quand tu me l'expliques et que tu l'expliques aux auditeurs. Euh, Ça tombe sous le sens. Et finalement, ça veut dire qu'on n'est plus dans la notion du stockage d'un petit élément qui est l'électron. On est plus dans l'approche d'une stockage. Je vais dire, attention, j'allais dire plus macro, plus macro Alors, parce qu'on est quand même sur une.
On parle molécule, moléculaire. plus sur un... Voilà. Exactement. Voilà. On parle de stockage moléculaire. Voilà. Stockage moléculaire, plus stockage finalement de particules, j'allais dire, atomiques, je peux dire ça, pour un Non, électron? Non. non, non, non. Particules Alors, plutôt, je sais pas comment le dire. oui, alors en fait, le vivant, il va stocker l'énergie du Soleil sous la forme de molécules. Pourquoi? Parce qu'une molécule, c'est des atomes qui sont reliés entre eux par des liaisons covalentes. Oui, tout Et à des fait. liaisons covalentes, c'est des électrons. Il Oui. faut 2 électrons pour faire une liaison. Et donc, Mhm. en fait, il va stocker ces électrons, mais pas sous forme électronique, comme dans le cas d'une batterie. Il va stocker ces électrons sous la forme de liaisons covalentes, en fabriquant cette molécule de sucre. Voilà, ouais, c'est bien dit, ouais, c'est mieux dit, ouais, effectivement, ouais, ouais. Oui, donc effectivement, on reste encore sur la notion d'électron, mais pas de la même notion de stockage. Et ça, Exactement. c'est super intéressant. Et finalement, c'est un stockage qui est périn et durable, parce que la molécule est stable. Exactement. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. On va pas se retrouver à se dire, bon, ben, il fait 0 degré, ma batterie ne marche plus. Il fait 35 degrés, ma batterie ne marche plus. Non. Alors, bon. Tu m'as compris. Ça, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui inspire beaucoup de gens en ce moment, qui stimule beaucoup la communauté scientifique pour ce qu'on va appeler les carburants solaires. Comment on peut créer des molécules, plutôt qu'elles soient d'origine pétrosourcée, mais comment on va pouvoir créer des molécules en utilisant l'énergie du soleil, le CO2 et de l'eau, simplement. Alors, alors, Laurent, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a potentiellement, est-ce que tu n'as pas peur d'une dérive? C'est-à-dire par exemple, des gens qui sont capables de te dire, ben écoute, alors ok, le sucre c'est trop cool, je vais faire des sucres, des glucides pour pouvoir stocker l'énergie. Alors je vais faire des OGM, je vais modifier des plantes pour essayer encore d'avoir un maximum de rendement, pour essayer de stocker un maximum de molécules, pour faire du carburant, comme tu me dis, photosourcé, non, Les carburants solaires. carburant solaire, pardon. Est-ce que tu n'as pas peur de cette dérive-là? Alors, il faut savoir que la plupart des approches, là, ce qu'on appelle la photosynthèse artificielle, en fait, c'est Oui, comment mimer la photosynthèse oui. naturelle, en l'artificialiser. À l'heure actuelle, elle passe par, comment dire, elle peut passer par l'utilisation d'entités biologiques. Il y a des équipes qui, à l'heure actuelle, sont en train d'utiliser l'énergie du soleil pour produire, par exemple, de l'hydrogène vert. Et cet hydrogène permet de nourrir, entre guillemets, des bactéries. Et ces bactéries vont pouvoir produire des molécules. Mais on reste à des niveaux d'objets, bactéries. On n'est pas au niveau d'organismes génétiquement modifiés, quoi, Mhm. dans le sens végétaux. Mhm. Mais ça peut être une dérive, clairement. On n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, il y ait une dérive et que on pousse, je dirais, le vivant dans ses retranchements pour qu'il puisse produire. En fait, mais c'est un peu, alors ça vient en phase, ça On se revient télescope encore. avec ce qui se passe en ce moment avec Exactement. l'agriculture. Voilà, est-ce qu'on doit pousser l'agriculture en utilisant des entrants chimiques ou on doit laisser la nature faire? Bon, j'avoue que j'ai ma propre idée, mais en fait, chose importante, je crois que il faut, comment dire, d'après moi, il faut laisser le vivant. Si on veut utiliser le vivant, il faut le laisser faire. Il faut pas essayer de l'optimiser, de le rendre efficace, parce que on va perdre le sens même du vivant. Encore une fois, le vivant, il utilise des ressources locales. Et des ressources locales, et donc il fait en fonction de ce qu'il a à disposition. Et il ne va pas à l'autre bout de la Terre pour aller chercher, pour extraire des matériaux. Alors, ça peut être relativement simpliste, ou ça peut être une vision qui effraie, j'allais dire. Mais à un moment donné, il faut bien être conscient, et tu l'as dit tout à l'heure, on vit à la surface de la Terre. La Terre, pour un physicien, c'est quand même un objet très particulier, et surtout pour un thermodynamicien, c'est quand même un objet très particulier. C'est un système qui est fini. C'est un système fini dans lequel il n'y a pas d'entrant. Il n'y a qu'un seul entrant, c'est l'énergie du Soleil. Et donc en thermodynamique, un système qui est fini, les échanges d'énergie, ça veut dire que toute l'énergie que l'on a, elle est dans le système, ou quasiment dans le système. Quand on parle de matériaux, je dis quand on parle de matériaux. Donc ça veut dire que, et puis il y a derrière quelque chose qui est aussi important, c'est quelque chose qu'on a appris encore une fois au collège, c'est que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et c'est pas parce qu'on ne le voit plus que ce n'est plus là. Et c'est le problème du CO2. C'est que c'est facile de remplir, de prendre conscience, de remplir le réservoir de sa voiture avec un liquide, qui va être de l'essence, de faire fonctionner un moteur, et ensuite, derrière, on ne voit pas ce qui se passe, parce qu'on émet du CO2 qui est un gaz et qu'on ne voit pas. On ne le voit pas, mais maintenant, on est en train de percevoir ce qui se passe.
Et ça, on aurait pu l'anticiper. Et il y a plein de gens qui l'ont anticipé. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, encore une fois, si on doit développer des matériaux, si on doit développer des technologies, si on doit développer des process, il faut bien être conscient de la répercussion de ces matériaux, de ces process, de ces technologies sur l'environnement. Et il faut bien voir qu'on n'est pas au cœur de l'environnement, c'est qu'on est un élément de l'environnement. Et qu'à un moment donné, l'environnement, ben lui, il va s'adapter. Ça fait 4 milliards d'années qu'il est là, grosso modo, et il va s'adapter. Nous, je ne suis pas persuadé qu'à un moment donné, on puisse s'adapter indéfiniment à ces transitions. Mm. Et c'est ça qui est aussi important, je pense, faire le lien avec les sciences sociales, c'est que lorsqu'on développe des matériaux, donc nous, on travaille à l'heure actuelle à l'université là, sur des concepts de feuilles artificielles, et on pourra peut-être y revenir, mais des feuilles artificielles intégrées à des échelles beaucoup plus macroscopiques, il faut y intégrer des problématiques d'acceptabilité sociale et de transition économique, de transition juridique aussi. Parce qu'il y a plein de choses à modifier pour essayer d'adapter le vivant à un mode de fonctionnement de notre société. Oui. Nous, l'homme, il doit être responsable de vraiment de la notion de la conception de son matériau idéal. Et concevoir son matériau idéal, c'est concevoir un plan de sortie. Il y a un plan de réutilisation. C'est ça, pour moi, la conception d'un matériau idéal. Des gens vont parler d'éco-conception, mais c'est encore un mot inventé pour quelque chose qu'on devrait déjà l'avoir intégré depuis le début, en fait, depuis, sans se poser de ces questions d'éco-conception ou quoi que ce soit. Oui. On aurait déjà à se l'intégrer. Ça, c'est Mm. un point. Et effectivement, l'autre point, c'est que l'homme doit revoir effectivement sa place dans l'environnement, sa place dans le monde. C'est vraiment cette notion, comment il doit interagir avec son environnement et comment il doit vivre avec son environnement. Parce que si on fait un peu, on continue un peu sur ce chemin des sciences sociales et notamment c'est une notion de croissance où les gens prônent la décroissance. Moi, je pense que l'homme n'est pas fait pour être en décroissance. Il est fait pour être en croissance, mais pas la croissance que eux entendent, plutôt une optimisation. En fait, on doit s'optimiser pour être toujours en évolution, mais avec l'environnement, conjointement avec l'environnement, pas imposer notre modèle. Et c'est là où des gens, comme ces gens n'ont pas, il y a des personnes qui n'ont pas compris cette notion-là, ils vont dire, bah, non, moi je ne comprends pas l'environnement, donc moi c'est la seule chose que j'ai pour arrêter, c'est la décroissance. Mm. Et je pense que c'est effectivement, c'est là où il y a tout intérêt de parler de biomimétisme et de bioinspiration, c'est vraiment essayer de changer aussi, d'apporter des éléments de réponse pour changer la donne à ces gens qui prônent la décroissance, qu'on ne devrait pas, et d'autres qui vont prôner la croissance, qu'il faut dire non, non, c'est pas une notion de croissance ou de décroissance, c'est une notion d'adaptabilité à l'environnement et d'optimisation, s'optimiser avec l'environnement, pas imposer notre technologie à l'environnement qu'elle nous a battu déjà il y a 1 milliard d'années, quoi. Mais, Tu vois. mais ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de la fresque du climat, de la fresque de la biodiversité, des fresques. Donc ça, c'est important parce que ça permet de comprendre les relations de cause à effet je dirais, de l'activité anthropique de l'humain. Mais il y a aussi quelque chose dont on parle nettement moins, c'est ce qu'on appelle la marche du temps profond. Ça permet de prendre conscience de c'est quoi l'homme dans l'environnement. Et la marche du temps profond, c'est généralement une marche qui est proposée, qui fait à peu près 4 km de long. Et ces 4 km représentent les 4 milliards d'années d'existence, c'est pas tout à fait 4 milliards, mais 4 milliards d'années d'existence de la planète Terre. Et là, donc c'est marcher, et à chaque étape importante de l'évolution de la Terre, de dire, ben voilà, là on est à l'apparition des dinosaures, et ainsi de suite. Et si on regarde l'apparition de la Terre, sur les 4 km, c'est la dernière seconde, c'est le dernier pas. L'homme, avant ça, n'était pas sur la Terre. Et simplement, il est apparu hier, ou là, il vient d'apparaître. Il vient d'apparaître. Et derrière, moi, ce qui me perturbe, mais encore une fois, moi, j'en ai pris connaissance que tardivement, hein, et pas pour plein de raisons, c'est comment on n'arrive pas à, comment dire, comment on n'arrive pas à intégrer l'importance de l'activité humaine sur l'impact de la Terre, de l'environnement. Parce que derrière, on pense et on a mis en place des systèmes d'échange, des systèmes de consommation, des systèmes qui font que ça va à l'encontre de ce que la Terre a développé au cours de ces milliards d'années. Et donc, si on doit revenir à des matériaux, encore une fois, voilà, les matériaux, le vivant a développé des matériaux.
Et ces matériaux, c'est principalement, ils sont pas nombreux, hein. Il y a 3 types de macromolécules. Il y a des polysaccharides, il y a des protéines et il y a des peptides. Est-ce que tu peux nous faire la déclinaison, Ouais, nous expliquer les 3 types de molécules? alors, les polysaccharides, c'est à base de ce qu'on a parlé tout à l'heure, donc des sucres, des Oui. unités sucres. Les protéines, c'est à base d'acides aminés. Et puis ensuite, les peptides, c'est à partir de petites molécules organiques qui vont être capables de s'assembler les unes aux autres pour fabriquer des macromolécules. Donc en fait, il y a pas énormément. Il y a 3 types de macromolécules. Il y a ensuite des lipides, ou plus particulièrement des phospholipides, que l'on peut connaître sur le nom de molécules amphiphiques, qui vont avoir une queue hydrophobe et une tête hydrophile, Ce qu'on que l'on appelle les graisses. les Finalement, graisses. c'est les graisses. Ou alors, Yes. tu peux dire aussi les acides carboxyliques, parce que finalement, c'est ça. Les acides gras, les phospholipides que l'on retrouve dans nos parois de cellules. Et ensuite, il a utilisé, on va dire, 3 matériaux inorganiques. La silice, le carbonate de calcium et l'hydroxyapatite, qui est alors mince, je me souviens plus ce que c'est du phosphate de calcium. Voilà. Et voilà. Et avec ça, donc avec un nombre de Lego qui est quand même très restreint, hein, avec un nombre de Lego de briques élémentaires très restreint, et avec toute cette et encore une fois, qui sont basés principalement sur le carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Et avec ça, il était capable de les décliner, de les associer, de faire des matériaux hybrides, d'associer de l'inorganique avec de l'organique, d'associer des matériaux, des fibres avec une matrice. Il a été capable je dirais, grosso modo, de faire à peu près ce que l'homme est capable de faire. L'activité humaine a pu réaliser depuis environ un siècle avec la chimie, avec les matériaux composites, avec les matériaux inorganiques, mais il va le faire avec une approche qui est totalement différente. C'est-à-dire que lui, son principe de départ, c'est quoi le milieu le plus abondant? C'est l'eau. Et donc, il va travailler dans l'eau. Et le vivant génère des matériaux dans un solvant quasi universel qui est l'eau. Donc là, déjà, c'est important. Et la plupart du temps, à température et pression ambiante. Il n'a pas besoin d'aller chauffer à 1500 degrés, il n'a pas besoin de travailler avec des pressions. Et là, derrière, on voit le gouffre que ça amène. C'est-à-dire que si on ne comprend pas les processus biologiques, comment peut-on faire des matériaux pour demain? Comment peut-on faire des matériaux qui ne vont pas avoir d'impact sur l'environnement? Et c'est là où la biologie doit revenir au cœur. C'est là où la Oui, biologie doit revenir au oui, cœur. oui. C'est ce que moi, plus je t'entends, plus je me dis, mais comment les équipes, chaque scientifique du monde n'intègre pas une équipe biomimétisme, bioinspiration au sein de son laboratoire. Je me demande pourquoi ils le font pas, en fait. En fait, on a l'impression, tu sais, dans toutes les démarches scientifiques, on se dit, bon, on va quand même monter en échelle sur les technologies qu'on connaît pour pouvoir toujours les optimiser, et puis on se donne toujours à côté un endroit où on va vraiment innover pour pouvoir à un moment donné avoir une technologie de substitution. Et là, je me dis, mais comment on n'intègre pas, on n'intègre pas en fait la chimie du vivant et qu'on renforce pas nos rangs de personnes qui sont capables d'être pluridisciplinaires dans un monde où on nous pousse à être spécialistes. C'est ça. C'est parce qu'à l'heure actuelle, on nous pousse à être spécialiste. Que là, finalement, la vraie question, c'est pas être spécialiste. La vraie question, c'est il faut avoir des spécialistes pour pouvoir pousser dans des domaines, mais il faut former de plus en plus de personnes également qui sont capables d'interconnecter ces domaines Exactement. et de planifier le raisonnement. Je me demande, mais comment on n'intègre pas autant d'équipes comme ça? Pourquoi c'est que des choses sporadiques ou des laboratoires qui ont décidé de faire cette discipline, enfin cette thématique, pardon, pas discipline, on avait parlé que c'était multidisciplinaire, cette thématique, et pourquoi l'intégrer dans... En fait, il devrait avoir un département, comme il y a un département de qualité, il devrait avoir un département biomimétisme, bioinspiration dans tous les endroits. C'est pas possible, en fait. C'est incroyable. Ça C'est commence. incroyable. Ça commence. Bah, j'espère bien. Ça commence. Il y a quand même des grands acteurs qui commencent à intégrer, à rassembler des personnes avec des expertises différentes autour de cette problématique de bioinspiration et de biomimétisme. Et par contre, ce qui manque, alors ce qui manque, ou ce qui manquait, je devrais dire plutôt par là, c'est en termes de formation, c'est-à-dire tu parlais de modules, mais aller au-delà des modules, des masters, des écoles d'ingénieurs autour de ces thématiques-là. Donc là aussi, c'est pareil, ça commence, on voit surgir sur le territoire français, mais on a un peu de retard en France par rapport à l'Allemagne et par rapport à d'autres pays, mais on voit des approches qui commencent à exister au sein de structures privées, de grands industriels, parce que derrière, il faut avoir les moyens, entre guillemets, de pouvoir financer ça.
mais ça commence à arriver. Et si on va encore au-delà de ce que je viens de dire, c'est-à-dire sur les ressources, sur les procédés, si on va au niveau du procédé, c'est comment le vivant réalise ces matériaux. La plupart du temps, c'est par une approche d'auto-assemblage. C'est-à-dire qu'il part de la brique, de cette brique-là, il va fabriquer une molécule, cette molécule-là va pouvoir s'assembler et c'est l'assemblage qui va donner le matériau. Et alors qu'il y a beaucoup de matériaux issus de l'activité humaine qui ont une approche différente. En métallurgie, par exemple, la plupart du temps, ou lorsqu'on va fabriquer des pièces pour l'aéronautique ou pour les moteurs, donc c'est soit des moules et donc on va couler, donc ça encore, c'est pas trop mal, mais il y a des fois, on parle de fraises. Donc on fait de la subtraction de matériaux. Donc on va designer un cube et ce cube, on va lui enlever de la matière pour avoir l'objet final dont on a besoin. Le vivant, il ne fait pas ça. Le vivant, il construit l'objet. Une Il est approche toujours pareil top-down. parce que Ouais, oui, il a ouais. une approche, voilà, il a une approche Et là, c'est bottom-up. l'approche bottom-up. Ouais. Il a une approche bottom-up, voilà. Parce que ben, si on a une approche bottom-up, on a besoin de moins de matière, on fait de l'économie de matière, on fait de l'économie d'énergie pour assembler cette matière. Et donc, il y a plein de concepts comme ça que l'humain s'est approprié, sans forcément l'identifier à des processus biologiques. Mais la bioinspiration, c'est essayer de combiner tout ça. Et C'est c'est la ça. grosse difficulté. Et là, mais encore une fois, je pense que scientifiquement, on est devant un gouffre. C'est-à-dire qu'on n'a pas les connaissances. Ou Ça, alors, si les connaissances, on les a, elles ne sont pas partagées. Elles sont, encore ça. une fois, elles sont clustérisées dans des piliers qui sont ben, la bio, la physique, et il faut mélanger tout ça, quoi. Ouais. Mais ça revoit vraiment même la conception de notre technologie, en fait. Alors, j'ai l'impression de dire ça, comme si on parle de science-fiction, tu sais. J'ai regardé Stargate hier, je te dis. Du coup, j'ai vu des trucs. Mais ça demande vraiment une approche de notre technologie qui est différente. C'est-à-dire qu'on base plus les choses sur un élément, on va la baser vraiment sur la notion de sucre et du stockage des électrons par des molécules stables, qui sont des sucres que, pour quelqu'un, un sucre, ben, c'est quelque chose qu'il va manger ou qu'il a dans son yaourt ou qu'il a dans son, et finalement, on est en train de lui dire, non, non, ça va être la base de la technologie de demain. C'est la base de la technologie humaine de demain en s'inspirant de la nature qu'elle a fait ça depuis combien de millions d'années, comme tu nous as parlé de cette fresque. Alors, ça serait Voilà. l'idéal. Ça serait l'idéal, c'est de se dire, ben voilà, on est capable de reproduire exactement ce que le vivant est capable de faire. Et quand on parlait tout à l'heure de carburant solaire, l'idée, alors bien évidemment, c'est arrivé à ça, mais bon, derrière, si on regarde la complexité, assembler 6 molécules de carbone pour fabriquer une molécule de sucre, derrière, ça veut dire qu'on va être obligé, on est capable de contrôler 12 électrons pour pouvoir assembler ces 6 molécules. Et ça, contrôler 12 électrons dans un processus, il n'y a que la biologie avec des enzymes, avec des sites catalytiques qui arrivent à le faire. Nous, on ne sait pas faire ça. À l'heure actuelle, on sait assembler 2, voire 3 atomes de carbone. Et déjà, et de manière non sélective et non, j'allais dire, et pas à 100%. Donc, c'est-à-dire qu'on va générer des mélanges de molécules. Mais c'est quand même intéressant parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pourrait s'affranchir de l'industrie du pétrole. Ce que les gens peut-être ne savent pas tous, c'est que toute notre activité, à l'heure actuelle, est issue du pétrole. Le pétrole, ce n'est pas simplement remplir le réservoir de la voiture. Le pétrole, c'est tous les matériaux que je peux voir derrière toi, ils ont à un moment donné intégré du pétrole, soit sous une forme énergétique, soit sous une forme de matière première. Les plastiques, voilà, les plastiques, c'est issu du pétrole. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on était capable, à un moment donné, d'intégrer ce concept de photosynthèse artificielle, on pourrait capter l'excès de CO2 qui est dans l'atmosphère, donc quand on connaît les conséquences, et ce CO2 qui est en excès dans l'atmosphère, qui a été rejeté par l'industrie pétrochimique, ou l'activité humaine qui a utilisé le pétrole, on pourrait capter ce CO2 et avec ce CO2 refabriquer des molécules qui sont des molécules importantes pour toute l'industrie chimique, du monoxyde de carbone, de l'éthanol, du méthanol, de l'éthylène. On pourrait refabriquer des molécules et on pourrait y intégrer une notion de cyclabilité. C'est-à-dire que même si c'est des matériaux qui ne sont pas forcément biosourcés, parce qu'il faut faire attention aussi dans l'utilisation des bioressources, mais on aurait des matériaux qui, à un moment donné, clairement, on a un matériau, il est issu du CO2, on l'utilise, on lui donne plusieurs vies, et ensuite, ben, pourquoi pas reproduire du CO2 pour le réutiliser sous une autre forme. Et c'est ce que Exactement. le vivant, Exactement. le vivant, il fait ça. On Ouais. parlait du sucre, mais le sucre, lorsque ça se décompose, ben, ça devient du CO2 qui repart dans l'atmosphère. Mais il y Oui. a un équilibre qui a été Oui. créé Oui. par rapport à ça. Oui, c'est exactement ce que j'ai. On revient au premier épisode de Revient Matériaux où j'ai pu accueillir Nizami et on a parlé des MOF et lui dans la capture du CO2. Et on était en train de parler de ça et la question que je lui ai posée, je lui dis mais Nizami,
Pourquoi on voit le CO2 comme une tare, qu'on peut le voir comme une matière première pour toute l'industrie chimique. Et finalement, j'ai dit, tu imagines, on est en train de se battre à chaque fois pour avoir une souveraineté de ressources et que finalement, là, le CO2, il est sur notre sol, enfin dans la planète, mais bon, on va dire dans notre espace aérien. Donc finalement, on a une souveraineté du CO2. Chaque pays a une souveraineté sur le CO2 qui peut réutiliser pour faire des molécules de base, méthanol et ainsi de suite. Et je Mais lui dis, pourquoi les gens ne l'intègrent pas? Pourquoi ne l'intègrent pas? Ils voient ça comme un ennemi, mais il ne faut pas le voir comme un ennemi. Il faut le voir comme une source de matière première. on se donne une Et réponse. Tu veux que je te donne une réponse? Non, oui, oui, je veux bien, oui. non, mais parce que derrière, on y a mis quelque chose dans notre fonctionnement, on y a mis quelque chose qui, pour moi, perturbe énormément notre façon de penser et notre façon de voir les choses, c'est l'économie. On y a mis la notion économique. Et moi, j'ai des discussions, on va dire, assez virulentes avec des économistes, virulentes mais amicales, hein. Mais pour moi, l'économie est à la base de tout le désastre environnemental que l'on a à la surface de la Terre. C'est que si on n'y avait pas mis une notion économique dans nos échanges et que ces échanges-là, à un moment donné, de par, je dirais, l'esprit humain qui n'a pas de limite ou dans sa volonté de se développer, en fait, ça a été la cause de tout. C'est-à-dire que maintenant, capter le CO2 pour fabriquer des molécules, on pourrait le faire, mais ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. Donc, il n'y a pas de rentabilité économique et donc on préfère. Alors, pourquoi ça coûte trop cher? Parce que derrière, c'est pas mature, parce que derrière, c'est pas efficace, c'est pas optimisé, tout ce qu'on veut. Mais si on y sortait ce concept de développement économique et de course au PIB de la réflexion, on pourrait développer des choses. Certes, on vivrait peut-être pas aussi bien que l'on vit à l'heure actuelle, mais on continuerait à faire des choses. Et derrière cette économie, pour moi, c'est vraiment, il faut la repenser, cette économie. Il faut la repenser, mais c'est un combat de longue haleine, je pense. Oui, il faut revoir notre modèle sociétal. Moi, vraiment, c'est le modèle sociétal de l'humain qu'il faut le revoir. On revient à l'histoire, à la notion de croissance ou de décroissance et tout ça, qui sont basées pour moi pleinement sur l'économie. C'est ça. Et c'est pour ça que on a créé notre propre démon. Voilà, je pense qu'on a créé nos propres démons et je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui l'a dit. Mais le vivant, il se développe, le vivant, il fait que se développer. Mais à un C'est moment ça. donné, il arrive à des limites et hop, il se régule, il s'auto-régule. Et ça, on n'est pas capable de le faire. Enfin, Ouais. du moins, dans l'esprit de l'humain, on n'est pas capable à un moment donné de s'auto-réguler pour à un moment donné peut-être ralentir la croissance de manière à qu'elle soit plus adaptée à l'utilisation des ressources et la gestion de l'environnement qui est autour de nous. Eh ben, Voilà. c'est incroyable. Ben, effectivement, on pourrait en discuter des heures là-dessus et c'est un sujet sans fond. Et de toute façon, c'est une bonne chose pour moi, parce que ça veut dire que je te réinviterai pour qu'on en rediscute sur peut-être une thématique, peut-être sur un point beaucoup plus précis de cet épisode. On en rediscutera avec plaisir. En tout cas, j'espère vraiment qu'on pourra rediscuter ensemble là-dessus. Laurent, on va passer au dernier pan de l'entretien et franchement, c'est super en fait, c'est super plaisant. Et je voulais parler un peu plus. Donc là, on a parlé sur toute la thématique du biomimétisme et de la bioinspiration et même encore plus, hein, parce qu'on comprend que c'est une thématique qui englobe énormément de choses, énormément de disciplines, d'interprétation, surtout d'interprétation. Et j'allais même dire de référentiel sur quoi on se base. Si on se base toute notre économie sur l'économie, toute notre stratégie sur l'économie, ben c'est une autre chose. Si on base toutes nos stratégies sur une approche beaucoup plus optimisée, ben finalement peut-être qu'on prendra un autre chemin. Donc ça c'est super intéressant. Et au travers de tout ce que tu nous as parlé, si tu dois faire une rétrospective un peu de toi, de ta personne et de l'évolution que tu as eue, de quand tu étais étudiant, de quand tu as commencé à avoir une vision scientifique, à mettre en place ta vision scientifique et arriver finalement à dire non, c'est faux, je me suis trompé, maintenant c'est c'est le biomimétisme. Et j'ai eu l'illumination. Et finalement, comment tu t'es senti évoluer? Si tu dois faire une rétrospective, comment tu t'es senti évoluer? Et le deuxième pan de ma question, c'est que maintenant que tu t'es senti, t'as éclos finalement, t'as éclos intellectuellement, tu as éclos sur une autre vision, une autre forme, une autre interprétation. Comment tu vois la suite? Ouais. C'est
comment dire, c'est compliqué. La question est compliquée et la réponse va l'être tout autant. Mais en fait, comment dire, je crois pas à des évolutions, à des innovations de rupture. J'y crois pas. Je crois plutôt qu'on est dans une évolution perpétuelle et une transition progressive perpétuelle. Quand on me parle, voilà, quand on me parle d'innovation, de rupture, bon, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. J'y crois pas. Et donc, je pense que personnellement, c'est un petit peu pareil. Voilà, c'est par rapport je dirais, une expérience personnelle, professionnelle, acquise, se nourrir de rencontres, qui fait qu'à un moment donné, on est amené à envisager une orientation légèrement différente et petit à petit, si moi, rétrospectivement, je regarde par rapport à ce que j'ai fait en thèse et j'ose même plus regarder, tellement je vais en avoir honte. Non, mais voilà, non, mais prendre des directions qui peuvent être aussi orthogonales à ces orientations initiales, alors que il y a pas, il y a eu, c'est par rapport à des rencontres, à des éléments déclencheurs, à des prises de conscience. Encore une fois, voilà, c'est une juxtaposition d'un mélange d'expériences personnelles, professionnelles, et qui fait qu'à un moment donné, voilà, on se construit et on arrive là où on est. Et même là où je suis, en fait, je ne suis pas satisfait à l'heure actuelle de là où je suis parce que pour des questions mais professionnelles, je suis entre guillemets obligé de fonctionner dans un système qui ne perçoit pas exactement ou tout à fait l'importance du vivant dans le développement de matériaux. Même si on perçoit des choses à l'heure actuelle, on perçoit des évolutions. Voilà, ces dernières années, on a bien pris conscience des bioressources, mais bioressources, ça veut dire quoi? Des matériaux biosourcés, ça veut dire quoi? Si c'est pour utiliser une ressource et puis derrière y mettre une chimie qui est aussi peu enclin à protéger l'environnement, que c'est pas parce qu'on a utilisé une ressource que voilà. Mais moi le premier, c'est une vision. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, utiliser des bioressources c'est bien, mais c'est qu'un élément. C'est qu'un élément et c'est pas une fin en soi. Derrière, c'est qu'est-ce qu'on y met comme chimie pour fabriquer un matériau et ce matériau, est-ce qu'il est réellement biodégradable? Est-ce qu'il est recyclable? Est-ce que réellement il y va avoir et on va minimiser son impact de la production jusqu'à l'utilisation et même la réutilisation pour l'environnement. Et donc ça, c'est une course, je veux dire, c'est enfin une course, non, pas forcément une course, mais en tout cas, c'est un cheminement intellectuel de tous les instants et permanent, et qui, bien évidemment, encore laisse un champ des possibles aux générations qui viennent très, très important. Et donc là, ce passage-là, à l'heure actuelle, moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, c'est voilà, c'est essayer d'amener une lisibilité différente sur le développement des matériaux à travers l'enseignement, à travers la recherche, à travers les étudiants que je peux former en thèse ou en postdoc. Voilà, c'est y amener cette prise de conscience, même si, encore une fois, je ne suis que Laurent Billon, mais voilà, y amener quand même quelque chose qui, à un moment donné, pourrait être aussi un point d'inflexion pour ces personnes-là dans leur évolution. C'est une belle transition parce que j'allais te poser la question, si tu devais donner des conseils aux générations suivantes, quels seraient ces conseils? Ouais, alors je ne sais pas si je peux donner. Alors si je peux donner des conseils parce que je le fais quand je suis en cours et je me permets de le faire. Je me permets de le faire dans un cadre professionnel à travers des notions ou des savoirs qui sont donnés. Ben, moi, ce que je dirais, en fait, c'est ce que j'essaye de faire depuis maintenant depuis 2020. On a créé un master sur les matériaux bio-inspirés où les étudiants que l'on forme suivent des cours de physique, de chimie, de biologie, axés autour des matériaux, et puis intègrent la méthodologie du biomimétisme. Il faut savoir que le biomimétisme, c'est pas simplement aller observer la nature et puis ah, ça m'intéresse, je vais regarder avec un microscope, je vais analyser avec une technique qui va me dire la composition chimique. C'est pas ça. Ça, c'est pas le biomimétisme, c'est la bioinspiration, ça. Et le biomimétisme, c'est vraiment se poser et dire voilà, c'est quoi la problématique technologique, l'innovation que je veux résoudre. Et à partir de là, c'est en extraire la problématique technologique et regarder comment le vivant a pu répondre à cette problématique technologique et quels sont les exemples du vivant qui l'ont intégré à travers des... Et cette méthodologie-là, c'est aussi quelque chose qu'on essaie d'intégrer et qui petit à petit prend dans le monde, on va dire, de l'industrie,
on voit des services qui apparaissent, qui s'approprient cette méthodologie. Et donc voilà, moi, si c'est plutôt vers cette idée-là de transmettre cette conception des matériaux qui est un petit peu différente, qui va se dire: «OK, je sais ce que je veux faire, mais comment le vivant a répondu à cette problématique-là?» Et si j'arrivais à faire ça, si j'arrivais à changer un petit peu la façon d'appréhender à travers ça, en y mettant bien évidemment ce qu'on a discuté, l'utilisation des ressources, les procédés énergétiques, l'autorassemblage, la recyclabilité, voilà, plein de la multifonctionnalité, on n'en a pas parlé, mais les matériaux dans le vivant sont multifonctionnels. C'est pas un sac poubelle, il va faire que du sac poubelle, il va faire plein d'autres choses. Voilà, et donc i tran je dirais, transmettre ça, ou du moins ce désir de comprendre le vivant à travers les matériaux, parce que les matériaux et la chimie sont quand même très, très présents dans notre quotidien, et je vois pas trop comment on peut s'abstenir de faire de la chimie, malgré tout, même si la chimie, elle est pas totalement vertueuse, mais on a besoin de la chimie. Enfin, fonctionner au 21e siècle sans chimie, c'est pas possible. C'est pas possible. Et donc, voilà, transmettre ça. Transmettre ce désir d'aller comprendre le vivant et comment le vivant permet d'innover en termes de et être un levier pour une innovation un petit peu plus, j'allais dire, inspirante. Mm. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est ce que je pense et c'est même la nature même de ce podcast. Pourquoi ce podcast il existe? Parce que je pense qu'en 2024, euh, avoir une connaissance minimale sur les matériaux, au moins au minima des prérequis, ça fait partie de la culture générale. On peut plus ne pas comprendre les matériaux, on ne peut plus ne pas comprendre ce qu'on touche, ce qu'on utilise. Je vais donner la notion des sacs plastiques. Qu'est-ce que c'est un plastique? Comment on le définit? Est-ce que c'est qu'un polymère? Est-ce que c'est pas un polymère formulé? Est-ce que finalement c'est pas l'action de l'homme sur un polymère? Parce qu'il existe d'autres polymères qui sont avancés et que ce ne sont pas des plastiques, parce qu'il n'y a pas l'interaction de l'homme dessus ou dans son mécanisme de fabrication. Je veux dire que c'est des notions qu'on doit apprendre et qu'on doit au minimum, c'est de la culture générale, ça doit être de la culture générale. On doit comprendre au minimum ce qu'on touche et avec quoi on interagit. Et Mmh. ça, c'est quelque chose que en 2024, même en 2024, il y a encore des gens qui ont du savoir-faire sur certaines choses, mais alors ils utilisent les matériaux d'une manière qu'ils ne s'utilisent même pas en sécurité, ils ne se mettent pas en sécurité pour les utiliser, des choses comme ça. Enfin bref, on peut aller très loin, mais Heu, ça rentre dans la notion de connaissance générale, bon, pour moi, effectivement. ouais, mais clairement, enfin, un objet qu'on utilise tous, tous les jours, un smartphone ou un téléphone, Oui. si les gens prenaient conscience de quel est l'impact pour la ré la pour, créer, élaborer ce smartphone, mais quand je dis l'impact, c'est en termes de ressources, enfin, c'est affligeant, et donc je pense qu'on serait peut-être dans une réflexion où on n'est peut-être pas à la course de la dernière version, où on essaierait de le réparer, on essaierait enfin, voilà, parce que derrière, il y a tellement d'impact sur ces objets-là que je renie pas, je les utilise, enfin, voilà, mais à un moment donné, on peut aussi rationaliser l'utilisation de ces objets, et essayer de mieux comprendre comment on peut les optimiser, encore une fois. Voilà. Non, c'est la règle. Je crois que la règle d'or de cet épisode, c'est l'optimisation, et on est vraiment là-dessus, vraiment sur ce pilier. Laurent, on arrive à la question fondamentale de cet épisode, et que tu me vois arriver. J'ai l'habitude de poser cette question, et je te la pose à toi. C'est une bonne façon de savoir se définir, finalement, d'avoir une rétrospective encore sur soi-même. Laurent, si tu serais un matériau, Hein. lequel serais-tu et comment tu te définirais? Alors, alors, pour moi, un matériau, c'est l'assemblage de plusieurs molécules, ou de plusieurs formes de molécules. Et donc, si je devais être un matériau, alors je vais un peu tordre la question et m'approprier la réponse. Non, mais par rapport à tout ce qu'on a dit, je crois que je serais une feuille d'arbre. Je pense que ce serait une feuille d'arbre. Pourquoi je serais une feuille d'arbre? Parce que pour moi, une feuille d'arbre, encore une fois, mais peut-être que c'est une déformation que j'ai à l'heure actuelle, parce qu'une feuille d'arbre, Heu, comment dire? Elle est basée sur, la structuration des matériaux, qui vont être capables de générer des processus biologiques qui intègrent des concepts de thermodynamique et donc de physique. Donc c'est-à-dire que dans une feuille d'arbre, il y a à la fois des constituants chimiques, des processus biologiques et des problématiques d'échange, on parlait des électrons, d'échange d'électrons et donc de la thermodynamique derrière tout ça et de la régulation de l'énergie.
Et donc pour moi, ouais, je pense, et vu l'importance que ça a ensuite dans le vivant, une feuille d'arbre ou une feuille de laitue, ça peut être une feuille de laitue, c'est très bien, parce qu'on va plus manger une feuille de laitue qu'une feuille d'arbre. Voilà, donc c'est un matériau qui en fait a une utilité, une fonctionnalité, mais qui va au-delà de la fonctionnalité élémentaire qui est de, de constituer, de fabriquer des carburants solaires, comme on a dit, parce que ça va au-delà. C'est quand même un matériau qui est en interaction avec tout un autre ensemble qui est un arbre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce matériau-là, cette feuille, elle interagit et elle échange avec d'autres espèces. Et donc, pour moi, c'est le but ultime d'un matériau, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ce matériau, il fasse partie d'un tout et qu'il interagisse, qu'il soit en interaction, en interconnexion avec son environnement. Effectivement, dans un network, quoi, une synergie entre chaque élément qui crée un tout. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Ben, c'est valide. C'est valide, monsieur. Je valide cette réponse. Bon, en tout cas, merci. En tout cas, c'est incroyable. Et j'adore poser cette question parce que je vois que selon la discipline, la thématique de travail, ce qu'on est, on design cette réponse où on a peur. Enfin, on a peur. C'est pas une notion de peur, c'est une appréhension à cette réponse, à cette question, et on essaye de donner une réponse. D'autres qui arrivent à se l'approprier et à se définir. Et je trouve ça très intéressant parce que finalement, c'est comme dire qui on est. Et le matériau qu'on arrive à se designer, qu'on se design au moment de cette question, c'est finalement qui on est. Et ça, c'est intéressant, je trouve. Moi, c'est pour ça que je la pose. Et que le podcast s'appelle Romy un matériau, dessine-moi un matériau, parce que c'est là tout l'intérêt. Ben, je suis super content de t'avoir reçu, Laurent. Moi, c'est incroyable. Cet épisode est incroyable. J'ai appris tellement de choses. J'ai mis des noms sur des notions également, notamment sur les couleurs physiques et la couleur chimique. Ça, c'est quelque chose que on me l'a jamais dit. On me l'a jamais dit. On m'a expliqué la diffraction, on m'a expliqué l'absorption, mais on m'a pas dit ça, c'est une couleur physique, ça, c'est une couleur chimique. Et finalement, revenir aux fondamentaux et et vraiment nommer les choses comme elles sont, ça fait partie aussi du processus d'intégration d'une connaissance et d'une compétence. Et ça, c'est incroyable. En tout cas, j'ai appris plein de choses. Laurent, si on doit te contacter, on a dit, voilà, on a écouté cet épisode, on se dit, mais Laurent, c'est la personne qu'il faut contacter. C'est la personne fondamentale là qu'il faut que j'intègre dans tous les laboratoires. Où où on peut te contacter et quel est le réseau social ou le moyen que tu privilégies. Bah, le plus simple, c'est sur LinkedIn. LinkedIn. Oui, oui, je pense que c'est le plus simple. Après, je pense que mon adresse, elle est trouvable. On peut trouver mon adresse email et mon numéro de téléphone fixe sur le site de l'université, mais LinkedIn, c'est le plus simple. D'accord, LinkedIn, ok. Bon bah super. Bah merci beaucoup, hein, les amis, ceux qui ont écouté, qui nous ont écoutés. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Dromia Matériaux. N'hésitez pas donc à vous abonner donc sur YouTube, hein, ceux qui regarderont ça et ils auront le plaisir de nous voir face à face au travers de leur écran, de leur interface numérique. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche, hein, pour vous notifier tout ça et nous mettre un petit j'aime. Ça nous fait plaisir. Ça aide grandement ce podcast à grandir et à pouvoir recevoir des personnes, d'autres profils également. N'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est super important. Je vous lirai, Laurent vous lira également, comme ça on pourra vous apporter des éléments de réponse sur des choses que vous n'avez pas compris. Sur le côté Spotify, n'hésitez pas à noter le podcast, à vous abonner, à vous notifier également et à noter, ça nous aide énormément. Vous avez la possibilité également de nous aider sur le site de dromiamatériaux.com où là vous avez l'ensemble de tous nos épisodes recensés et on a ouvert un canal de soutien pour vous avez la possibilité de nous aider également ici. Et je crois que j'ai tout dit. Je crois que j'ai tout dit. Donc, on va clôturer sur cet instant. Euh, En tout cas, merci Laurent. C'était incroyable cette rencontre. L'homme et le scientifique, j'ai eu autant de plaisir de l'écouter l'un et l'autre. Ça, c'était pour moi comme quoi c'est une belle combinaison, une belle synergie. J'ai vu à la fois dans l'homme et le scientifique, j'ai vu la feuille et l'arbre. Donc, c'est ça que j'ai vu et merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour pouvoir nous expliquer tout ça.
Laurent, un mot de la fin? Non, mais moi j'ai pris énormément de plaisir aussi à pouvoir échanger avec toi parce que voilà, je pense que ce que tu fais, cette diffusion de la connaissance, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour essayer de changer petit à petit notre façon de faire, on va dire, et notre impact sur l'environnement. Notre perception, effectivement. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup à tous et on se revoit pour un nouvel épisode de Dromia Matériaux, votre podcast sciences matériaux et développement personnel. Allez, salut!